Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue dans cette émission, Les Échos du Paddock, 14e émission. Nous sommes ensemble depuis le mois d'avril, début de ce confinement et de cette période si particulière. Après avoir donné la parole à de nombreuses reprises aux pilotes, puis aux organisateurs, et une superbe émission la semaine dernière avec les équipementiers, eh bien on a voulu vous parler de ceux qui font vivre la course, qui réalisent cette course et qui travaillent d'arrache-pied, leur donner la parole un petit peu parce qu'ils sont souvent sous le feu des projecteurs mais sans qu'on puisse les connaître véritablement. Ce sont les officiels de la course et pour les interviewer ce soir, eh bien, je suis accompagné de Patrick Moreau qui connaît très bien tout ce petit monde. Salut Patrick, bienvenue. Bonjour Florian, bonjour à tous, bonjour les amis. Effectivement, ce sont des gens que je connais depuis, pour Daniel, plus de 40 ans. Pour Thierry, c'est un petit peu plus récent, mais bon, ça fait pratiquement une bonne vingtaine d'années déjà. Donc, des gens que je connais parfaitement et que tout au long du week-end, je côtoie à belle année, quoi. Et puis, ça va même un petit peu plus loin que les épreuves. Donc, on est vraiment en famille, on va dire. Voilà, merci Patrick. Donc, nos invités de ce soir, honneur aux dames, bien sûr, c'est Daniel Mitrac qu'on accueille. Bonsoir Daniel, bienvenue. Bonsoir Florian. Daniel, on aura l'occasion de revenir sur une de tes missions sur les courses. Tu es commissaire sportif, délégué par la Fédération française de sport automobile. Tu es présente sur tous les meetings de course et on aura l'occasion, tout à l'heure, je le disais, de détailler tes missions. Thierry Berg est avec nous également. Bonsoir Thierry, directeur de course officiel de la Fédération française de sport automobile sur les épreuves comptant pour le championnat et la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Oui, bonsoir Florian, bonsoir Patrick, bonsoir Daniel. C'est une de tes casquettes, Thierry, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Il y en a beaucoup de casquettes sur ta tête, Thierry. Alors, vous l'aurez entendu et vous le connaissez. Thierry, c'est un garçon qui nous vient du nord de la France, de la région de Valenciennes. Non, pas du tout. Thierry qui nous vient de la région de Cahors, bien sûr, du petit village qui s'appelle Cressac. Et puis, tandis que Daniel, eh bien, elle habite un petit village qui s'appelle Vilhonneur. C'est en Charente, à côté de La Rochefoucauld. Donc, on a vraiment tous les horizons et toutes les régions de la France qui sont représentées et que l'on a le plaisir de retrouver sur chaque week-end de course. Ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est qu'on puisse commencer cet échange en parlant de l'historique de chacun d'entre vous, nous raconter peut-être ce que vous avez fait avant d'être à ce poste-là, comment vous êtes arrivé dans le sport automobile, et puis on s'arrêtera à la mission qui est la vôtre aujourd'hui, et puis on reviendra dans le détail ensuite. Daniel, est-ce que tu veux bien peut-être nous parler de ton parcours qui t'a amené jusqu'à ces missions que tu exerces aujourd'hui? J'ai commencé en 1975, suivant un pilote de chez moi. Donc j'ai commencé par des tâches autres qu'officielles. J'étais responsable de nettoyer le casque et des choses comme ça. Et de fil en aiguille, on se prend au jeu, on est sollicité, et puis on met le pied dans l'engrenage. Et puis des années après, on est toujours là. Et on a un peu évolué dans les postes. On a un peu évolué dans les postes, mais ça, c'est vraiment vrai ce que tu dis, Daniel, c'est que on le voit de toute façon, dès qu'il y a une bonne âme, une âme charitable à traîner autour de la tour de contrôle ou dans les paddocks, souvent, c'est vrai qu'il y a tellement de travail sur ces épreuves qu'on peut très vite se faire être sollicité, du moins pour travailler et apporter sa pierre à l'édifice. Hein. Donc, on a commencé de missions vraiment anecdotiques, Daniel, pour bien prendre de plus en plus d'importance, comme tu le disais, avec plusieurs rôles successifs. Oui, j'ai commencé par ça, j'ai beaucoup de chronométrage en motocross. J'en ai fait aussi en rallye, au départ où on arrivait de rallye. Puis après, on a envie de faire autre chose, donc on passe un examen de commissaire sportif. Et puis on a une licence qui au début ne sert pas à grand chose parce qu'on ne sait pas, on a une étiquette dans le dos. On est chrono, on n'est pas encore sportif. Puis un jour on franchit le pas et puis on est sollicité pour autre chose. Et puis maintenant, je suis que sportif, je fais pour ainsi dire plus de chrono du tout. Alors ça, Daniel, c'est le défaut des gens brillants. C'est quand on est brillant en chronométrage, forcément, personne ne veut se séparer de tes talents. Ça ne savait pas que j'étais sportif, c'est surtout ça. Peut-être qu'il ne le savait pas. Ok, on reviendra tout à l'heure sur ta mission et ton rôle en détail. Thierry, long parcours là aussi en autocross et en sprint car et peut-être même dans d'autres disciplines. Oui, pour moi, le sport mécanique a commencé dans les années 80 avec la moto. J'ai fait pas mal de compétitions en moto. J'ai été contraint par un nombre assez élevé de chutes, vu que c'était du tout-terrain aussi.
un rapport avec la Terre, hein, d'arrêter. Et donc, le bruit des moteurs me manquant, je me suis mis à faire du kart de piste. J'ai débarqué dans le sport automobile par le kart de piste dans le début des années 90. Et un jour, j'ai découvert le sprint car. Voilà, le sprint car. Et là, ça a été, je suis tombé amoureux du sprint car et de l'autocross en général. Ça a été en 99. Et je me suis mis à courir en sprint car. Voilà, parce que financièrement, c'était accessible et j'avais trouvé que c'était accessible. Voilà. Et après, j'ai couru une 4-5 ans, hein, pas longtemps pour ma part. Et je me suis mis à construire des machines aussi. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai découvert l'autocross sous un autre angle, en tant que constructeur, en tant que professionnel dans ce domaine-là. Et après, je me suis rendu compte que souvent, on veut se mêler de ce qui se passe sur une épreuve et on s'aperçoit que les officiels, des fois, on pense, peut-être à tort, qu'ils n'ont pas une vision correcte des choses. Et donc, je me suis dit, le mieux pour m'investir, je vais m'investir en tant qu'officiel. Voilà. C'est ce qui m'a fait mettre le pied à l'étrier. Et j'avais passé en 2004 mes examens de directeur de course et de commissaire sportif. Et j'ai vraiment commencé à officier quand je n'avais plus d'intérêts, je dirais, commerciaux et de pilote pour avoir un jugement impartial, je dirais. Voilà. Donc, à partir de 2012, je me suis mis à officier à plein temps sur les épreuves. Voilà. Voilà pour ce qui est de mon rôle qui m'a amené à devenir officiel. Voilà. Et directeur de course en particulier. Merci Thierry. Patrick, tu voulais réagir? Oui, on peut rappeler quand même que Thierry, il ne veut pas le dire, mais bon, c'est pas secret. C'était le constructeur des châssis Raptor. Que ces châssis, ils ont connu un gros succès. D'ailleurs, il a remporté plusieurs titres, hein, je crois qu'on peut le dire, en Coupe de France, hein, que ça soit avec Andrea Dubourg, où il était sacré dans les deux petites divisions. Il a eu de beaux succès dans la division Super Sprint. Par contre, il n'a jamais été titré dans cette division. Mais le parcours était long et puis après, ça devenait très compliqué. Il fallait vraiment s'investir. C'était peut-être autre chose. Après, la marche était peut-être un peu plus haute, Thierry. Oui, complètement. Il arrive un moment où il y avait un choix. J'ai une entreprise de réparation de matériel public et donc c'était un choix à faire. Soit on laissait tomber l'un pour se consacrer à l'autre et j'ai pas fait ce choix-là. Voilà. Donc j'ai fait le choix d'arrêter de construire des D'accord. Combien de titres tu as remporté, Thierry? Oui, donc oui, on a remporté la junior, on a remporté la maxi sprint. On a été 3 fois vice-champion de France avec un super sprint avec Johnny Feuillade. Voilà. Et voilà, mais bon, on a eu il y a eu Olivier Dufour, Johnny Feuillade, Andrea Dubourg, Dubert. Vincent Mercier a été titré avec un Vincent Mercier qui a été champion de France en junior sprint. Voilà, Roman Ferrero, pour dire des gens qui ont marqué un petit peu notre histoire. Voilà, oui. Il y en a d'autres que j'oublie et je m'excuse de les oublier d'ailleurs. Hein. Voilà. Il y a eu aussi les belles années Marine Mercier, hein, avec son Raptor rose. Ah, voilà, qui a gagné le trophée Andros, oui, complètement, tu vois. Autant pour elle. C'est vrai qu'on s'en souvient bien de ces châssis. Et puis, il y a eu aussi ta compagne, hein, Jacqueline Capello, qui a roulé des années au volant de cette machine. Voilà, qui a roulé, qui elle, a été obligée d'arrêter parce qu'elle avait des problèmes de santé et qui, au fur et à mesure, est devenue officielle aussi, puisqu'elle a passé sa licence de chronométreur et qui officie avec nous quand on a besoin d'elle, voilà, en tant que chronométreur. Voilà. Merci Thierry. Daniel, on revient à toi. On a retracé ton parcours jusqu'à ce poste de commissaire sportif. En quoi ça consiste, Daniel? La question est aussi simple que ça. On a des gens qui, derrière leur écran, ne connaissent peut-être rien du domaine des officiels. Donc, je te propose de leur expliquer. Et puis, j'invite aussi les téléspectateurs à poser des questions hein, sur la page YouTube. Vous avez le chat qui vous est ouvert. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aux officiels. Ils sont là à votre disposition parce que sur les week-ends de course, on aura l'occasion d'y revenir là encore, le timing est très, très, très serré. C'est l'occasion. Ils nous accordent 1 heure de leur temps ce soir de pouvoir leur poser des questions. Daniel, commissaire sportif, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le commissaire sportif, il ne travaille pas tout seul déjà, il travaille collégialement.
il y a un président et 2 membres du collège. Et nous nous réunissons dès le vendredi soir sur les épreuves du championnat de France pour commencer à se connaître et à préparer tout ce qu'il y a à préparer, les additifs éventuels et prendre connaissance des engagés, du timing et tout ça. Et on est là principalement pour faire respecter la réglementation. C'est surtout le but du collège. Et puis pour recevoir les pilotes qui auraient des réclamations éventuelles contre une décision du directeur de course. Voilà. Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer la différence des décisions qui sont prises entre le collège et la direction de course? Quelle est la différence, on va dire? Sur quel sujet vous intervenez et sur quel sujet Thierry, la direction de course, intervient? Le directeur de course, il va constater des fautes, il applique une sanction, enfin il met une sanction qui est applicable tout de suite. Immédiatement, Patrice, au chronométrage, applique la sanction. Au collège, on a des délais plus longs de réflexion, on s'appuie sur la réglementation, on auditionne les personnes. On peut prendre plus de temps au collège pour prendre des décisions. On ne juge pas les mêmes faits. On ne juge pas les mêmes faits. On peut juger un fait, le même fait, si le pilote a porté réclamation contre le directeur de course, contre la décision du directeur de course. On peut être amené à juger le même fait. D'accord. Vos décisions, ce que vous rendez, peuvent être contestées par les pilotes. Et à ce moment-là, la démarche, c'est de faire appel. Exactement, tu as tout compris. C'est bien ça. Ils peuvent faire appel de nos décisions, oui. Voilà, d'accord. Vas-y, Florian. Comment ça se passe quand on veut, je suis pilote, quelque chose ne m'a pas plu sur la piste, comment ça se passe? Est-ce qu'on vient à la tour de contrôle directement? On demande à parler à Daniel Mitrac? Est-ce qu'on a, je crois que, enfin j'ai une partie de ma réponse, hein, on a des cracks qui sont sur le circuit et dans le paddock, ce sont les chargés de relations avec les concurrents, donc c'est vraiment l'interlocuteur privilégié entre le pilote et les officiels. Ah oui, il faut toujours passer par un relation concurrent, oui, toujours. Effectivement, ils sont toujours clairement identifiés. De toute façon, on ne peut pas les louper. Et puis, on a souvent les mêmes personnes, hein, qu'on retrouve sur beaucoup d'épreuves du championnat et de la Coupe de France. Et puis ensuite, eh bien, c'est là que les pilotes peuvent venir à votre rencontre pour exprimer un peu leur doléance, si jamais ils en ont. Daniel, tu nous as dit que ça commençait dès le vendredi soir, effectivement, pour travailler sur les listes, préparer le déroulé du meeting. On reviendra sur l'émission de Thierry tout à l'heure. Et puis, dès le samedi matin, il faut être là aussi à la levée du jour pour vraiment être prêt à 8h ou à 8h30. Hein. Ah oui, mais on est là dès 7h du matin, hein, de toute façon, sans problème. Hein. Il faut être là très tôt. Il peut toujours y avoir des problèmes pendant des vérifications et autres, donc il faut être présent tout de suite. Oui, parce que votre rôle ne s'arrête pas à d'éventuels faits de course ou d'éventuelles sanctions qu'il pourrait y avoir pendant la course, je dirais. C'est s'il y a un problème lors des contrôles administratifs ou techniques, vous pouvez également être amené à statuer. Ah ben exactement, oui. Et s'il y a un problème, je ne sais pas, de météo qui fait qu'il faut que ça commence plus tard ou pas, on peut statuer aussi sur ce genre de choses au collège. Et puis, on a quelquefois quelques sueurs froides de pilotes qui n'a pas la bonne licence au bon moment. On a pu quelquefois voir les gens courir un peu dans tous les sens ou s'agiter. J'ai quelquefois, sur des épreuves européennes le plus souvent, eu mon téléphone qui a sonné quelquefois la nuit parce que les licences avaient été oubliées en République tchèque ou quoi, et il fallait absolument pouvoir réagir. Et ça, ce sont, là encore, le collège qui statue sur ces questions-là. Les vérifications de licence, c'est le directeur de course, normalement. Hein. Directeur de course, très bien. Transition, merci Daniel. Thierry, qu'est-ce que c'est un directeur de course sur le meeting? Et puis on reviendra tout à l'heure sur les travaux préparatifs. Alors, sur le meeting, eh bien, en premier lieu, quand tu arrives sur une épreuve, le rôle du directeur de course, c'est de s'assurer déjà que toutes les personnes qui doivent intervenir sur l'épreuve sont bien présentes, tous les officiels, qu'on a bien tout le monde à disposition, que la piste répond bien aux obligations de son homologation, et par la suite, une fois qu'on a vérifié que les secours, que le circuit correspond bien, que les commissaires sont en place, ainsi de suite, on peut démarrer le meeting. Mais bien avant cela, il y a les vérifications, comme le disait Daniel,
le vendredi après-midi, il y a déjà l'apparition de la liste des engagés qui nous permet de faire le tirage au sort, qui est édité en fin d'après-midi, hein, tout dépend des dates, mais en gros, c'est sur les alentours de 18 h, on publie le tirage au sort qui a lieu en présence de pilotes et d'un commissaire sportif, en l'occurrence, et d'un directeur de course, qui peut être un directeur adjoint, tout ça. Et tout ça sous la surveillance de Patrice, bien sûr, le chronométreur responsable qui procède, lui, au tirage. Ensuite, comme l'a dit Daniel, le samedi matin, il faut être là de très bonne heure pour de nouveau s'assurer que tout est bien en place et qu'on va pouvoir démarrer l'épreuve dans de bonnes conditions, que les contrôles administratifs ont bien eu lieu et sont bien en cours, puisque souvent on démarre l'épreuve et l'administratif n'est toujours pas fini, puisqu'on démarre une épreuve en gros à 8h30 et les contrôles administratifs et les contrôles techniques finissent à 10h. Donc il y a quand même une synchronisation. Et c'est là qu'intervient le timing que fait le directeur de course, puisque c'est lui qui fait le timing de l'épreuve, doit être bien sûr fait de bonne façon pour que tout se déroule sans accroc. Voilà. Après, le long du meeting, peut-être, on le verra après, je ne sais pas. Oui, je voulais rebondir sur le timing, ce fichu timing quelquefois contre lequel on peste, mais c'est vrai que tu viens de le dire, hein, les courses commencent alors que les contrôles ne sont pas terminés. Nous sommes victimes de notre succès et du grand nombre de pilotes, effectivement. Si on veut que tout le monde puisse rouler en fonction de ses envies et puis surtout dérouler toutes les manches et les phases finales, on a un timing très serré à respecter et effectivement, on le sent quelquefois hein, dans la tour. Quand je dis la tour, c'est la tour de contrôle. Hein. La pression montée quand on a un ou deux accidents successifs qui prennent un peu de temps en dépannage parce que c'est un accident et un dépannage, c'est tout de suite un quart d'heure, 20 minutes, hein, Thierry, sans me tromper. Oui, complètement. Et on ne se rend pas compte, on a plus de 100 départs de manches dans un week-end. Alors, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. On a 9 catégories. 9 catégories avec 3 manches et deux demi-finales et une, ça fait déjà 6. Voilà. Donc, si on fait les multiplications avec les essais, ça fait plus de 100 départs. 100 départs, si vous perdez 1 minute sur chaque série, voilà, vous avez 1h30 de retard. C'est pas compliqué et c'est difficile à comprendre, effectivement, quand on ne participe qu'à une catégorie. Pourquoi? Parce qu'on a un laps de temps qui est de 1h30 à 2 heures avant qu'on reprenne un cours. Donc, on se dit, ça doit être calme pour tout le monde. Eh bien non, malheureusement, ce n'est pas calme pour tout le monde. Tout le monde, alors effectivement, on est sous pression des fois et c'est compliqué. Ça peut être compliqué, mais des fois, ça se passe très bien et je dirais que dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien parce que tout le monde connaît son boulot. Maintenant, on est une équipe. En gros, je pense que le championnat de France d'autocross a une panoplie d'officiels qui est de très haut volet et qui n'a pas à rougir de ses compétences. Ah, mais il est clair que quand on vous voit travailler ensemble dans la tour, vous travaillez à l'unisson. C'est-à-dire que quand on demande l'avis des gens, quand le directeur demande l'avis des gens, il peut l'écouter et le considérer. Pour autant, quand à un moment donné, le chef a décidé de parler, les autres le respectent parce que c'est aussi la mission qui t'a été confiée, Thierry, et tout le monde travaille vraiment dans le même sens. Le seul objectif, c'est la réussite pleine et entière du meeting pour que tout se passe bien sportivement, mais aussi et surtout en toile de fond, et là c'est le côté OFAC qui va parler, c'est la satisfaction de l'organisateur de l'épreuve, et il faut que ces spectateurs qui soient venus soient contents du déroulé du timing. Il y a aussi ça en toile de fond. Complètement. Alors, nous, on est le directeur de course. Il est là pour que l'épreuve se déroule sportivement dans les conditions les plus idéales possibles. Mais on est là aussi au service de l'organisateur. C'est-à-dire que notre intérêt aussi, c'est que l'organisateur, il ait une épreuve qui soit la plus jolie possible. Et pour qu'elle soit la plus jolie possible, il faut se mettre à sa disposition, souvent pour les coupures qu'il désire faire à telle heure. Ou, voilà, parce que suivant les régions où on va se trouver, l'organisation, le timing ne sera pas tout à fait le même. Parce qu'il y en a qui voudront manger de telle heure à telle heure, qu'on fasse la coupure de telle heure à telle heure, d'autres qui voudront que le meeting se termine plus tôt, ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on s'adapte à l'organisateur.
Patrick? Oui, et puis moi j'aimerais quand même souligner la grande responsabilité du directeur de course. Il faut savoir que c'est lui quand même qui est responsable pénalement. S'il y a quelque chose, s'il y a un accident, si malheureusement on l'a déjà vu, hein, et puis j'espère ne jamais le revoir malheureusement, eh bien on a eu des décès, on a eu des accidents très graves. C'est de la responsabilité du directeur de course. Et là, l'affaire est pas mince, hein. Thierry, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, complètement. C'est là où il faut dissocier la direction de course, le directeur de course et le collège des commissaires. Le collège des commissaires, Daniel le dira, mais comme elle l'a dit d'ailleurs, il est là pour faire respecter le règlement et le côté sportif de la fédération et le règlement de la discipline pour laquelle on est là. Et le directeur de course, il est là aussi pour ça, pour le côté sportif. Mais il est surtout là pour encadrer l'épreuve sur tout ce qui est sécurité, respect des normes et du déroulement donc, et de tout ce qui peut être amené, c'est-à-dire un spectateur qui rentre sur la piste, il se fait percuter, c'est pas l'organisateur, c'est le directeur de course qui va en être responsable. Et c'est effectivement, comme l'a bien précisé Patrick, c'est la personne qui va être inquiétée la première, au premier chef. Voilà. Donc souvent, effectivement, on est obligé de taper un peu sur le poing sur la table parce que ça pourrait nous amener des ennuis. Et Thierry, il faut souligner que tu es responsable, mais sur tes biens. Sur tes biens, pénalement, c'est-à-dire que tu te trouves. Voilà. En fait, c'est pas la fédération derrière qui sera responsable, c'est moi personnellement qui engage ma responsabilité. Voilà. À titre personnel. Comme dit si bien Patrick, c'est pas la fédération qui payera les dommages, ou là, c'est Thierry Berg qui payera les dommages. Et effectivement, si, j'espère, je ne l'ai pas connu moi, et j'espère que je ne le connaîtrai pas, mais dans ce cas de figure, effectivement, c'est très compliqué. Quoi. Voilà. C'est la raison pour laquelle un directeur de course, il essaye de s'encadrer au maximum de toutes les sécurités possibles. Tu en parlais tout à l'heure, Thierry, et c'est ce sur quoi je voulais rebondir. Tu disais que le travail en équipe se passait globalement bien et qu'on avait vraiment des officiels de haute volée sur la totalité du championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car, parce que vous êtes une équipe où vous vous connaissez les uns les autres, vous avez l'habitude de travailler ensemble. Tu peux peut-être, Thierry, tu m'as expliqué tout à l'heure en off un petit peu comment se passait la sélection des officiels sur le meeting. Peut-être que tu peux l'expliquer pour les téléspectateurs qui nous regardent. Oui, donc comme je précisais, c'est le président de la commission autocross qui désigne un nombre d'officiels pour chaque secteur d'activité. C'est-à-dire que il désigne en gros 4 à 5 membres directeurs de course, enfin officiels directeurs de course, 4 à 5 membres présidents de collège, le délégué fédéral qui est Daniel, le commissaire sportif délégué de FFSA. Et il désigne les chronométreurs, avec comme responsable, tout le monde le connaît, Patrice Gache, bien sûr, hein, qui a son équipe, qui lui-même, c'est lui qui la désigne. Ces gens-là, donc, sont après à disposition de l'organisateur. Et donc, les organisateurs ont cette liste à disposition et ils piochent dedans. Ils veulent un directeur de course, ils ont 4, 5 noms, ils piochent dans cette liste. Et donc, effectivement, cette liste représente un panel d'officiels qui est pour le président de la commission et certainement ce qu'il estime être le meilleur pour nous représenter, pour représenter les officiels au niveau du championnat de France et la Coupe de France. Voilà comment on est dit. C'est pas nous qu'on dit on va officier à tel endroit. C'est l'organisateur en rapport avec le président de la commission qui a autocross et sprint car qui a désigné ses membres, les membres officiels, hein, dans lequel l'organisateur pioche les noms qu'il désire. Ok, merci Thierry pour la précision. Le président de la commission autocross et sprint car, on le rappelle, c'est monsieur Gérard Schex, bien sûr, qui est toujours en fonction auprès de la Fédération française de sport automobile. Daniel, comment se passe une journée dans le collège des commissaires sportifs? On a vu qu'il y avait tout le travail de mise en place. Ensuite, au long de la journée, alors ma question elle est très bête et tu vas la trouver très simple, c'est est-ce qu'on attend qu'il y ait des cas sur lesquels il faut statuer ou est-ce qu'on a autre chose à faire tout au long de la journée et les cas à statuer ne sont qu'une partie de votre activité? Les cas à statuer, ils peuvent être très rares sur un meeting. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Et on peut ne pas arrêter pendant 2 jours. Il y a des week-ends où on n'arrête pas. C'est vrai, on a quelquefois
beaucoup de monde a traîné dans les escaliers de. Voilà, des fois, nous recevons beaucoup, oui, au collège. Il y a de meetings où c'est beaucoup plus calme, ça dépend, on ne sait pas de quoi, mais c'est pas régulier. On va en parler. Les téléspectateurs ne le voient pas à l'écran, mais il était avec nous sur l'écran dans les coulisses. C'est Didier Rodrigue et la société Mastermast qui est également en charge de ce que j'appelle, moi, vulgairement, la vidéosurveillance sur le circuit. C'est-à-dire qu'il y a une obligation réglementaire qui est de pouvoir filmer les événements sur la course. Très souvent, Thierry, Daniel, vous êtes amenés à consulter ces images et à travailler avec Didier. Ah oui, Enfin, Daniel, pardon, vas-y, Daniel, excuse-moi. On consulte beaucoup les images de Didier, oui, il faut. Il n'est pas là pour rien. Hein. Non, mais c'est vrai que et ça aussi, Daniel, on parlait de ton expérience dans le sport automobile, ça a changé les méthodes de travail. Ah ben, ça a beaucoup changé, hein, parce que maintenant, on ne se base pas que sur des dires, on a des faits, on les voit. Donc, on est plus sûr de nos décisions. Vous statuez sur des convictions désormais, plus que sur des suppositions enfin, c'est moins subjectif que ça pouvait l'être il y a quelques années, en tout cas. Bah oui, parce que l'œil humain, hein, il peut se tromper aussi, hein, alors que la caméra, elle se trompe moins, hein, quand même. Elle se trompe moins. Thierry, l'utilisation de la vidéo, ça change le sport automobile. Ah, complètement, complètement. Comme l'a dit Daniel, avant, on prenait des décisions parce qu'on n'avait pas le luxe qu'on a maintenant au niveau des vidéos que nous produit Didier, qui sont de très bonne facture et on a une chance d'avoir d'ailleurs un opérateur comme ça à nos côtés. Il faut le souligner, il est à la disposition du directeur de course vidéo et souvent on use de ses nerfs aussi. Voilà, bon, mais pour en revenir, oui, on prenait des décisions sans ces caméras qui très certainement et souvent ont dû pas être les bonnes, mais on avait, comme dit Daniel, les convictions qu'elles étaient les bonnes. Au jour d'aujourd'hui, avec les caméras, il est très difficile c'est très difficile. Ça complique beaucoup moins la tâche. Il est beaucoup plus facile de ne pas se tromper, je dirais. Voilà. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper, mais il est beaucoup plus facile de ne pas se tromper. Et la preuve en est, c'est que des fois, moi, je vois une action en course, je me dis, oh, purée, il a fait. Et puis après, quand je regarde avec la vidéo, ah ben non, t'as tort. Et je me dis, j'ai tort, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, heureusement que nous avons la vidéo. Voilà. La vidéo est un outil maintenant, je pense, incontournable. Quand on y a goûté, c'est indispensable même. Pour faire vraiment des jugements sportifs, la vidéo est un outil indispensable. C'est vrai que ça a changé la manière de travailler. Patrick, toi aussi, qui est quelqu'un d'expérimenté dans cette discipline, avec de nombreuses années de carrière en tant que speaker, la vidéo, tu as pu voir aussi un peu la manière dont Didier travaille de son côté pour produire ces images et l'utilisation qu'en font les officiels. Oui, effectivement, la vie a changé. Alors, pour Thierry, ça paraît plus simple. Moi, il me semble que ça a rajouté un peu de problème quand même. Hein. Parce que on va regarder les images, on va décortiquer ça, et c'est vrai que quelquefois, on rajoute du problème au problème encore. Alors qu'avant, on disait, voilà, mon intime conviction est celle-là, c'est comme ça, je statue, point barre. C'est terminé, c'est fini. Effectivement, maintenant, on va voir des choses qu'on ne voyait pas. Effectivement, mais il va encore rester, et ça, on peut en remettre autant qu'on en a autour du ventre si on veut. Il y aura toujours l'endroit qui sera hors de la caméra, qu'on n'arrivera pas, ou on n'aura pas le bon angle, malgré tout on va dire, tout le talent de Didier pour placer ses caméras, parce qu'il a quand même une sacrée expérience maintenant, ça fait quelques années. Hein. J'ai connu le début de Didier qui arrivait avec son grand mât là, qui montait à 25 mètres de haut, où on zoomait. Alors c'était un petit peu l'âge de pierre de la vidéo, hein, c'est clair. Que là, maintenant, vraiment, on a un travail qui est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours facile. Hein. Ça, moi, je dis que je les vois travailler. Et puisqu'ils travaillent avec moi, on est toujours, tu le sais bien, tu es comme moi, hein, on est souvent ensemble. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. C'est pas simple. Et moi, je dis que j'applaudis vraiment les directeurs de course. Hein. Je dis pas que Thierry, j'englobe vraiment tous les directeurs de course parce que et le collège, parce que c'est quand même une sacrée responsabilité et il y a quand même une pointe de décision sur des gens qui investissent de grosses sommes. Je voudrais en profiter pour passer un message. C'est vrai que, alors,
j'ai l'occasion, et c'est dans ma mission, d'être en relation avec l'ensemble des pilotes et des organisateurs, donc je connais tout le monde, ou quasiment tout le monde, très très bien. Et ce qui m'a surpris, c'est alors, l'absence de personnification des pilotes. C'est-à-dire que, et là je peux vous le garantir, c'est que quand on voit le collège ou le directeur de course devant les vidéos travailler, jamais aucun nom de pilote n'est évoqué, il ne travaille que sur des numéros. Donc là, vraiment, ça confirme toute la légitimité de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas de qui ils parlent. Ils parlent de tel véhicule, telle couleur, tel numéro, sans pouvoir nommer les gens pour ne pas que ça influe ou quoi que ce soit leur jugement. Et ça, hein, vraiment, vous pouvez me le confirmer tous les deux, Thierry, quand on est devant les images, chaque fois, vous êtes en train de nommer des numéros sans savoir de qui il s'agit. Oui, complètement. De toute façon, quand on regarde la vidéo, si on veut reconnaître, on reconnaît le véhicule que par son numéro et par la catégorie qu'il est. Voilà. Après, forcément, quand on applique la pénalité, si on a le numéro, ça va nous donner un nom. Mais sinon, au départ, on n'est pas là pour juger des gens. On est là pour faire du sport. Et le sport, nous, c'est un numéro. C'est le numéro 10 qui a fait un dépassement sous drapeau jaune sur le numéro 6, point barre. Voilà. Donc, on ne va pas chercher plus loin à savoir qui c'est. Sinon là, tu rentres en considération de l'amitié avec quelqu'un que tu peux avoir ou autre. Non, et surtout, il ne faut pas rentrer dans ce système-là. Et pour ma part, je veux rester fier de dire que j'essaye de faire du sport. Voilà, pas de la complaisance. Voilà. Alors, des fois, on me trouve dur pour certains pilotes, d'autres me trouvent pas assez dur. Voilà, bon, mais écoute, j'essaye de remplir ma mission au mieux que je peux, quoi. Voilà. Daniel, toi, par contre, dans le collège, quand les pilotes viennent, ils sont avec vous dans le bureau pour discuter, pour exposer leur version des faits. Donc, difficile de ne pas personnifier. Pour autant, il faut réussir à prendre du recul et à garder toute son objectivité. Quand le pilote est dans notre bureau, déjà souvent on l'a convoqué parce qu'on a vu un numéro faire quelque chose. Donc après, pour convoquer le pilote, il faut bien qu'on ait un nom en face. Donc là, après, le pilote vient nous voir et il essaie de s'expliquer sur ce qui s'est passé. Bon, souvent, ils n'ont pas du tout la même version que ce que nous, on a vu, mais bon, après, on fait des images et puis tout s'arrange. Il y a débat contradictoire fréquemment dans votre collège. Vous recevez, on va dire, plusieurs pilotes impliqués, on va dire celui qui a reçu ou celui qui a donné, grossièrement. Ah ben on écoute les deux parties, oui, pour voilà. faire notre analyse et notre jugement. Voilà. Toujours. Oui, parce que quelquefois, le pilote vient réclamer en disant oui, on m'a percuté, mais en fait, quand on revient en arrière, justement, avec les vidéos de Didier, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le plaignant qui était dans son bon droit. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver à se mettre dans des situations qui sont un peu compliquées quelquefois. Oui, ça peut arriver, d'où l'utilité de la vidéo. On remonte plus loin sur les faits. Voilà. Et quelquefois, j'ai vu ça moi sur un meeting, venir réclamer en disant oui, un tel pilote il m'a fait ça, ouais, vous ne faites rien, vous laissez, vous dites que c'est fait de course, bon effectivement, et dans le même week-end ou même dans la même journée, le même pilote faire exactement la même bêtise, c'est-à-dire gêner le petit concurrent, et là lui dire, eh bien, écoute, regarde, tu vois, tu viens réclamer pour telle fête, regarde ce que tu viens de faire. Et là, effectivement, le pilote se retrouve un petit peu devant le fait accompli. Là. Ah ben, devant la vidéo, c'est compliqué après de nier. Hein. Quoique. Oui, mais bon, quand même. On en connaît qui sont quand même particulièrement retors. Je ne veux pas citer de nom, mais c'est quand même pas il y en a qui sont les champions du monde de la mauvaise foi. C'est quand même pas la majorité, il faut le reconnaître. Non. Les pilotes, globalement, sont tous très sympathiques, c'est vrai. Après, effectivement, dans les relations que nous en tant que… Moi, je ne me considère pas comme officiel, quoi. On est en dehors de votre mission, vous. Après, il y a des gens qu'on apprécie davantage que d'autres, mais globalement, on va dire que les gens sont relativement sympathiques quand même. Oui, il ne faut pas se plaindre quand même. Oui. Mais on en entend certains des fois qui disent « Ah, parce que moi, j'ai fait ça », quand ils voient la vidéo. Alors, ça, on l'a entendu, hein, Thierry. Oui, complètement, oui. Oui, même des gens qui viennent pour se plaindre, quoi. Bon, on dit on va regarder la vidéo.
Puis en fait, on s'aperçoit que c'est lui qui est fautif, quoi. Le gars vient au départ pour se plaindre et il s'aperçoit qu'il est fautif. Alors, ah, ben j'avais pas vu que ça s'était passé comme ça. Hein. Donc, alors bon, il y en a qui le reconnaissent facilement. Hein. Il y en a où c'est plus compliqué. Hein, voilà. Alors, moi, j'amènerai un peu de précision. C'est que le directeur de course, c'est lui qui a accès aux vidéos en premier parce que le fait à juger ou le fait comme commissaire. Parce que souvent, l'ordre des choses, c'est le commissaire le commissaire de piste qui constate un fait, qui fait remonter l'information à la direction de course. Et là, la direction de course et le directeur de course vidéo investigue à l'aide de Didier, remontant les images, et constate voir le fait que lui a signalé le commissaire de piste. Bon, donc, si l'infraction qui a été signalée par le commissaire de piste ou le fait, hein, parce que ça peut ne pas être aussi une infraction, ça peut être un fait de course, voilà, et peut être traité rapidement. Le directeur de course, si ça fait partie des pénalités qu'il peut appliquer sur l'instant T, il les applique. Auquel cas, s'il trouve que le cas se complique et qu'il y a du temps à passer, et on en revient à la disponibilité du directeur de course, et bien là, il fait remonter l'information au collège et après, c'est le collège qui, avec tout le temps nécessaire, va investiguer et lui prendre le temps de regarder bien les images vidéo et ainsi de suite et qui va pouvoir prendre une décision beaucoup plus sereine que celle que des fois le directeur de course est obligé de prendre. Voilà. C'est pour ça que le directeur de course aussi se repose des fois, renvoie l'affaire devant le collège pour lui permettre, lui, de continuer à mener sa mission sur la course en direct et confier la réflexion de la faute ou de l'incident au collège. Voilà. Voilà. J'aimerais rappeler aussi, Thierry, l'importance des adjoints, tes adjoints, quand tu es directeur de course adjoint, puisque toi, tu ne peux pas tout voir non plus, tu ne peux pas non plus statuer sur tout, puisque la course continue, elle, quels que soient les problèmes qui se passent. On est bien obligé de continuer, les départs s'enchaînent. Complètement, j'ai envie de dire, le directeur de course, c'est un chef d'orchestre. S'il n'y a pas les gens avec lui, le directeur de course tout seul, il n'est rien du tout. Tu ne peux pas diriger une course si tu es tout seul. Il faut être entouré de personnes qui soient aussi compétentes que moi. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des directeurs de course qui dirigent des épreuves aussi, hein, au même titre que moi. Donc, on est tous sur le même pied d'égalité. Voilà. Et donc, il faut que ces gens-là, chacun aura sa mission. Celui qui va gérer les départs, moi, je ne suis pas en permanence là pour surveiller tout ce qui se passe. On se repose sur tous ces gens-là. C'est un ensemble de personnes de la direction de course qui vont faire que la course peut avoir lieu. Voilà, il faut savoir déléguer, il faut savoir s'appuyer sur ses adjoints. Ah, complètement. Sinon, tu ne peux pas gérer une course tout seul, avoir l'œil partout. C'est strictement impossible. Donc, il faut déléguer. D'où l'importance justement de tes adjoints. Oui, voilà. L'adjoint est important au même titre que le directeur de course. Hein. Si tu as, j'ai envie de dire, je vais schématiser, mais si tu as un adjoint à tes côtés qui fait mal son boulot, eh bien, ça te fout ta course par terre. Hein. Voilà. Voilà. Donc, forcément, si tu es mal entouré, ça peut mal se finir. Voilà. Comme dans beaucoup de domaines. Hein. Voilà. Ça peut effectivement compliquer le déroulé d'un week-end de course. Moi, je voulais avoir un peu votre avis, parce que vous avez de l'expérience, on en a parlé, sur les changements. Donc, on vient de passer un moment sur la vidéo. Je voulais avoir votre avis à tous les deux sur l'âge des pilotes qui tend à diminuer avec la création de ces nouvelles catégories sous l'impulsion de la Fédération française de sport automobile, la junior sprint où les jeunes démarrent de plus en plus jeunes. Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien et dans l'exercice de votre mission de travailler avec des tout jeunes? Alors là, j'ai envie de dire que moi, ça me réjouit qu'il y ait des jeunes. Hein. On a notre discipline qui se rajeunit. Ça permet de la faire connaître, puisque les jeunes, on le sait pertinemment, ils utilisent avec les réseaux sociaux, tout ça, ça nous fait une publicité grandissante de notre discipline. Et après, ça amène aussi du dynamisme, tout ça. Moi, en tant que directeur, dans mon rôle de directeur de course, le problème qu'amène la jeunesse, c'est les parents. Voilà, pour être direct, c'est les parents. Pourquoi? Parce que les parents, ils sont encore plus enthousiastes, je veux dire, que le pilote.
et des fois, ça les amène à avoir un comportement qui dépasse sûrement leur pensée. Voilà. Et on précise que si les parents, entre guillemets, peuvent poser problème ou être plus enthousiastes que les enfants, c'est que souvent, un des parents est le tuteur du jeune, parce que les jeunes pilotes sont représentés par leur tuteur, hein, c'est ce qu'on peut préciser. Absolument. Le directeur, que ce soit le directeur de course ou le collège, on ne peut pas entendre ni prendre une décision sur un pilote de la Junior Sprint, puisqu'ils sont tous mineurs maintenant, sans que le tuteur soit présent. Effectivement, comme tu l'as précisé, tout junior, tout licencié de moins de 18 ans en catégorie junior est obligé de s'engager sur une épreuve avec son tuteur. Voilà. L'engagement ne peut pas, sa licence elle-même toute seule ne peut pas être prise en considération si elle n'est pas accompagnée d'une licence tuteur. Voilà. Donc, c'est un incontournable pour le pilote, mais pour nous aussi, puisqu'on doit s'assurer que le tuteur est bien présent chaque fois que le pilote est convoqué, mis en cause, que ce soit au contrôle technique, au contrôle administratif, devant le collège des commissaires, devant la direction de course. Aucune décision ni consultation même ne peut être prise sans son tuteur. Daniel, quand c'est le cas, tes jeunes pilotes qui sont dans la salle du collège, le poste de commissaire sportif devient peut-être celui de conseil de classe. Bon, je ne sais pas comment se passe un conseil de classe, sauf quand j'étais moi à cet âge-là. C'est toujours intéressant de voir ces jeunes qui souvent sont, je le vois bien quand je les vois traîner dans la tour, ils se confondent en excuses en fait, parce qu'ils sont vraiment dans leur phase d'apprentissage. Et ce qu'on peut, je crois, enfin, sans vouloir faire de raccourcis, c'est que souvent quand les jeunes sont impliqués, c'est rarement de la volonté de nuire, c'est vraiment plutôt, entre guillemets, là encore, de l'erreur de l'apprentissage. J'ai eu une expérience souvent. Hein. Ils en sont souvent déçus, désolés. Les larmes ne sont pas loin, hein, des fois, quand on les voit, hein, les pauvres. Hein. Ils ont peur. On les impressionne. Je crois que le travail du directeur de course, c'est aussi de faire un petit peu de pédagogie vis-à-vis de ces jeunes. On voit régulièrement en début de saison la direction de course convoquer justement tous les nouveaux, je veux dire nouveaux entre parenthèses, jeunes pilotes qui débarquent dans le championnat pour essayer un petit peu de les briefer, de leur expliquer un petit peu plus en détail, on va dire, plus insister sur les problèmes qu'ils peuvent être amenés à rencontrer. Et donc, c'est là où toute la pédagogie de la direction de course intervient. Oui, il est clair, comme l'a dit Daniel, quand ils arrivent, ils sont devant nous, souvent, ils ne savent pas où, j'ai envie de dire, à part pour quelques rares exemples, mais ils ne savent pas où se mettre. Ils sont complètement désolés de leur erreur. C'est des petits écoliers, effectivement. Quand vous avez un gamin de 12 ans qui arrive, on est obligé d'être pédagogue. On ne peut pas être que là sur de la sanction et autre chose. Et même, je pense que notre rôle, c'est de leur expliquer la faute qu'ils ont commise afin qu'ils ne la refassent pas. Et pas systématiquement de sanctionner, surtout quand c'est une toute petite faute, une petite erreur, quoi. Voilà, et qui souvent est due à un pilotage qui n'est pas encore le meilleur possible. D'ailleurs, Thierry, tu en avais été directement à l'époque où tu étais constructeur, où tu n'étais pas du tout impliqué dans les directions de course, tu en avais été directement victime, pas directement toi, mais ta fille, pour ne pas la citer. Il faut savoir que ça l'a complètement dégoûté. Elle n'a plus jamais voulu recourir par rapport à justement un manque de pédagogie, par rapport à un officiel qui a pas, moi je le dis clairement, qui n'avait pas fait son travail, quoi. Oui, complètement. Je ne vais pas relater les faits, mais non, mais bien sûr, ça reste comme ça. Complètement. Quelqu'un qui a eu un comportement irresponsable, moi je dirais, voilà, irresponsable et pas du tout ce qu'on doit trouver chez un officiel, voilà. C'est tout. Je ne commenterai pas plus ce genre de… Non, mais de toute façon, tu sais, dans les officiels, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des bons et il y en a des moins bons. Et puis, ce jour-là, malheureusement, on est arrivé là. Et d'ailleurs, je tiens, moi, à souligner, moi qui ne suis pas du tout impliqué dans le côté sportif, hein, uniquement administratif et puis l'animation,
que la qualité de la sélection quand même des officiels, plus on va, depuis une dizaine d'années, on voit quand même que la qualité des officiels est quand même tirée vers le haut. Hein, on a quand même pas mal de gens qui, si tu veux, du côté des sportifs, on va dire, les organisateurs se retrouvent dans des situations un petit peu compliquées. Le président de collège est imposé donc par la commission, le délégué également, mais il reste un sportif qui va être désigné par l'organisateur. Et l'organisateur se retrouve des fois un petit peu coincé, si tu veux, par ces sportifs, on va dire, de ce NASA, organisatrice, et qui veut venir, souhaite venir officier en tant que membre sur le collège. Et d'ailleurs, dans cette optique-là, on a réduit de 5 à 3 le nombre d'officiels dans le collège. Daniel, tu peux nous en parler peut-être un petit peu de ça? Pardon? On n'est plus que 3, oui, au collège. Hein, ce qui fait que, certes, il y a des gens qui sont restés sur la touche, des gens qui faisaient que l'épreuve de chez eux, entre guillemets. Voilà. Mais bon. Il y a beaucoup plus de directeurs de course adjoints, donc les officiels étant plus nombreux, il y a moins de membres au collège pour compenser un peu. Ça n'empêchait pas que les sportifs qui faisaient uniquement leur épreuve régionale n'étaient pas compétents. Hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que ça veut dire, non. Voilà. Ils pouvaient être très compétents. Mais il n'y a plus de place pour eux, malheureusement. Mais ce que ça permet surtout, et je crois que vous serez tous les trois d'accord avec moi, c'est que ça permet aussi d'avoir une certaine continuité. Et là, c'est une vraie volonté de la Fédération française de sport automobile et de la commission en particulier, c'est qu'on retrouve quand même, grosso modo, sur chacune des épreuves, 80% des officiels que l'on connaît, qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui connaissent parfaitement la discipline, ses enjeux, le déroulé d'un meeting et les quelques animosité qu'il pourrait y avoir entre pilotes et ce qu'il va peut-être falloir surveiller sur le meeting suivant. D'ailleurs, le président de collège peut changer tout au long de l'année. Par contre, le délégué, le commissaire sportif délégué FFSA, c'est-à-dire Daniel, va rester le même sur toutes les épreuves, sauf bien évidemment en cas exceptionnel, mais ça sera Daniel qui va servir justement de référence tout au long de l'année, qui sera le fil conducteur qui va assurer la cohérence, on va dire, des décisions qui seront prises tout au long de la saison. Voilà, c'est tout à fait ça, oui. Qu'on ne sanctionne pas, je vais dire, à Lille et à Marseille, la même faute de façon totalement différente. Voilà. Toutes les fautes doivent être sanctionnées de la même façon où que l'on soit. Merci pour ces précisions. Normalement, l'émission fait 45 minutes, mais là, c'est sûr qu'on va atteindre 1 heure parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Moi, je voulais parler d'autres choses et de vos autres missions, parce qu'on vient de parler de vos missions sur les week-ends de course, mais vous avez d'autres fonctions. C'est souvent ça, quand on est passionné de sport automobile, on a plusieurs casquettes. Daniel, ton autre casquette, c'est celle de l'ASA. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je suis secrétaire de l'ASA OGIAS actuellement, mais j'ai été longtemps secrétaire de l'ASA Autocross Angoulême, du temps où on organisait l'épreuve d'Agri. On a organisé pendant 23 ans, dans une bonne vingtaine d'années, en championnat de France. Donc je suis secrétaire d'ASA et je suis également membre du comité directeur de la Ligue Nouvelle-Aquitaine Nord. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, on le sait aussi, et sans trahir de secret, tu es la compagne d'un directeur de course connu que tu assistes également dans les travaux préparatoires des épreuves. Oh, pas trop, hein. Il est grand, il se débrouille tout seul. Hein. Maintenant. Quand il m'appelle, c'est pas pratique. Autrement, il se débrouille tout seul. Merci, Daniel. Thierry, toi, donc on a parlé des casquettes de constructeur, de pilote, de directeur de course, mais c'est aussi et surtout président du Challenge Corac avec tout ce que ça implique comme mission et comme responsabilité. Et forcément, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est que Tournocoupe, Eric Mouillard et toute son équipe ont prévu d'organiser une épreuve le premier week-end d'août. C'est la première épreuve régionale qui devrait avoir lieu cette année. On approche de la date, donc plus ça va, plus les spéculations sont fortes. Thierry, en tant que patron du Challenge Corac, qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, écoute, patron, c'est un mot un peu excessif, hein, on va dire. Nous, on est très contents. Bon, très contents. J'ai envie de dire, cette année est pénible pour tout le monde, hein, avec tout ce qui s'est passé. Et
là, on voit le jour, je veux dire, se lever. L'épreuve de tourne-coupe va ouvrir notre challenge Corac cette saison et on en est bien content. Je pense qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du sport automobile. Apparemment, je dirais que tous les feux sont au vert pour que le sport reprenne ses droits, le sport automobile reprenne ses droits à tourne-coupe le 1er août pour nous, 1er 2 août. Et là, pour le moment, donc la fédération nous a délivré le visa d'autorisation pour organiser l'épreuve. La préfecture du Gers, au jour d'aujourd'hui, tous les feux sont ouverts et il n'y a pas de contre-indication pour je dis bien à ce jour, pour organiser l'épreuve de tourne-coupe. Et l'organisateur par lui-même que tu as cité, Eric Mouillard, et l'écurie des Kangourous d'Amboumé, sont au travail pour organiser et nous réserver une belle épreuve comme ils savent le faire chaque année. Il y a beaucoup de pilotes. On est déjà à plus de 230 ou 200, je ne sais plus, je n'ai pas le chiffre exact, mais enfin, ça sera une épreuve où il y aura beaucoup de monde. Et on est ravis que notre challenge démarre sur cette épreuve qui est l'épreuve phare du challenge Corac, sachant que quand même derrière, nous avons 6 épreuves qui vont compter pour le challenge. Et je finirai en disant que le 18 et 19 juillet, nous organisons nos contrôles préliminaires sur le circuit d'Ampau. Voilà, pour les pilotes qui sont inscrits au challenge avec, alors j'ai envie de dire, c'est sûrement une résultante du fait qu'il n'y ait pas eu de course jusqu'à présent, une augmentation de pilotes inscrits au challenge du Corac qui est considérable. Voilà. Oui, je tiens moi à saluer quand même la nouvelle casquette de notre ami Thierry, hein, qui vient d'être élu brillamment président de l'ASA du Quercy. C'est ça, Thierry? Oui, absolument. C'est pas vieux, pas. Ça date de vendredi, voilà. Donc oui, effectivement. Voilà. J'ai pris la succession d'une personne que vous connaissez pratiquement tous, qui est celle de Ginette Piris, qui avait quand même fait plus de 7 mandats consécutifs en tant que présidente de l'ASA du Quercy et qui m'a généreusement passé la main. Voilà. Donc, et j'espère que je saurai faire aussi bien qu'elle parce que elle a mené cette ASA d'une main de maître. Voilà. Tu peux nous rappeler, s'il te plaît, brièvement, le rôle de l'ASA? Alors, l'ASA est l'organisateur administratif de toutes les épreuves qui ont lieu en France dans le sport automobile. Il faut savoir que l'organisateur technique est souvent celui auquel les pilotes sont le plus confrontés parce qu'ils arrivent sur un parc et ils s'adressent à qui? Ils organisent l'organisateur technique qui va faire le parc pilote, les placer ou autre chose. L'organisateur administratif, lui, est celui qui va réaliser le règlement particulier, qui va trouver les officiels, qui va contacter les officiels, s'assurer qu'ils seront bien présents, qu'il y en ait le nombre nécessaire, qui va déposer le règlement particulier auprès de la Fédération française, enfin auprès de sa ligue en tout premier lieu, et la ligue après le transmet à la Fédération. Voilà. Voilà le rôle de l'ASA. Voilà. Ok, merci. Le système pyramidal dont Patrick nous avait très bien parlé lors de l'émission avec les organisateurs. 53 minutes d'antenne, les amis. On va devoir conclure. Une dernière. Alors, Patrick, je vais avoir une question pour nos 2 invités. Je te laisserai poser une ultime question aussi, si tu le souhaites. Ma question, elle est de connaître, parce qu'on a sollicité les pilotes pour savoir quels étaient leurs circuits préférés. Et on a demandé aux organisateurs quelle était leur catégorie préférée. Et c'est la question que je vais vous poser, c'est de savoir quelle est votre catégorie préférée. Et puis, vous allez aussi me parler de votre épreuve préférée dans laquelle vous avez l'habitude d'officier. Je vous écoute chacun à votre tour. Daniel, peut-être pour commencer. Alors là, c'est une colle parce que vraiment une épreuve préférée, j'ai du mal. Hein. Franchement, j'ai du mal. Et sur la catégorie? Ben, c'est pareil. Moi une course qui est belle, quelle que soit la catégorie, elle m'intéresse. Voilà, tout simplement. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Thierry? Bon, allez, je vais... Pour ce qui est des épreuves, je suis du même avis que Daniel. On est tellement bien accueillis par les organisateurs. Chaque région a son cachet et on a plaisir à y aller à chaque fois. On découvre des nouvelles choses sur chaque épreuve où on va, dans la région où on va. Donc, moi non plus, j'ai plaisir à y aller.
et je n'aurais pas une épreuve préférée pour dire d'avoir une épreuve préférée. Après, pour ce qui est de la catégorie, alors là, bon, je ne ferai pas l'épicier. Pour ma part, pendant longtemps, ma catégorie préférée a été le super sprint. Parce que j'ai roulé en super sprint et je suis un amoureux de cette catégorie-là. Mais les années passent, alors je ne sais pas si c'est l'âge qui arrive. Je suis de plus en plus un inconditionnel de la voiture. Voilà, de la voiture, de la Maxi, comme de la Tourisme Cup, de la Maxi Tourisme et de la Tourisme Cup, en déplorant malheureusement que notre Maxi Tourisme soit un petit peu délaissé et qu'on ait des plateaux qui soient de moins en moins conséquents. Car malheureusement, c'est une catégorie qui est vraiment très jolie à regarder. Mais bon, toutes les catégories sont jolies à regarder. Voilà. C'est plus des catégories de cœur, j'ai envie de dire, pour ce qui est du super sprint. Voilà. C'est pas que je préfère plus, mais c'est une catégorie de cœur. Voilà. Que j'essaye de voir, et souvent, malheureusement, par la mission qui nous est attribuée, on ne regarde pas toutes les courses, et des fois, je loupe les courses de super sprint. Voilà. Merci. Patrick, un mot pour conclure peut-être, ou une dernière question. Oui. J'aimerais savoir, moi, comment ils ont réussi à, on va dire, à compenser, parce que je rappelle que tous ces gens-là qu'on est en train de discuter ensemble, gentiment, sortent pratiquement une quarantaine de week-ends par an. Comment ils ont réussi à compenser le fait qu'il fallait rester chez soi? C'est tout bête comme question, Daniel. Bon, écoute, on a changé d'activité, hein, on marche beaucoup. On fait beaucoup de marches. Voilà. Thierry? Ben, écoute, moi j'ai pu me replonger dans certains plaisirs qui sont autres, qui sont plus que sont des passions aussi que j'ai extérieures qui ont au sport mécanique, mais voilà, on retrouve un peu je dirais, des choses qu'on avait perdues de vue alors je dis pas que c'est bien, mais je dis pas que c'est mal non plus, voilà. Mais c'est vrai que maintenant il est temps qu'on reprenne un petit peu le chemin des circuits, quoi, voilà. Très bien. Merci Thierry, merci Daniel pour cette émission. Encore une fois, je suis très heureux, très fier d'avoir pu vous donner la parole. Ça a permis d'humaniser les officiels. Voilà, ce qu'on appelle très souvent les officiels dans leur tour, sans jamais les connaître et sans jamais vraiment savoir ce qui s'y passe. Et bien ce soir, on vous a donné la parole et je suis très heureux de ça. Vous avez pu nous expliquer en détail et très clairement quelles étaient vos missions et attributions. Merci de nous avoir accordé votre temps précieux. On aura le plaisir de se retrouver très bientôt sur le bord des circuits. Patrick, merci encore une fois d'avoir animé cette émission avec moi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission avant la coupure estivale. On va s'accorder une petite pause entre le 15 juillet et le 15 août et on reviendra sur la deuxième partie d'août. L'émission de la semaine prochaine s'annonce détendue et pleine de mise au défi entre deux organisateurs. Je vous laisse deviner. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner à la page YouTube de l'OFAC. Et puis, dès demain, le replay sera disponible sur la page de la FFSA. Merci à l'OFAC, merci à Didier Rodrigue, la société Mastermast, à Dominique Nézère pour les photos et à David Lhéritier pour la création graphique. Excellente soirée à tous, portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 15e émission des Échos du Paddock. Salut à tous. Au revoir. Salut.